Alors, bienvenue dans le nouveau LBDS. Donc là, je suis avec Laura Charpentier. Le sujet du jour, c'est comment monter un spectacle. Laura, qui a déjà monté plusieurs spectacles, va nous faire part de son expérience. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour à tous. Alors, me présenter. Donc, moi, je suis comédienne avant tout. J'écris un petit peu. J'ai écrit une pièce qui est en train de se monter. Donc, dire que j'écris, c'est un bien grand mot. Et j'ai effectivement monté à une petite échelle, du coup, des spectacles. Un qu'on a fait ensemble avec Marthe, notamment, une comédie. Ensuite, une autre comédie que j'ai coécrite. Et puis un seul en scène, je monte là-bas parce qu'il est là-bas, avec un comédien qui a été écrit. Et là où je l'ai mis en scène, on a monté le spectacle, on a tout fait à deux, on a vraiment tout pris en charge à deux. Donc très bien, et donc en fait, toi, mine de rien, tu as quand même monté, on va dire, au moins 3 spectacles, au moins. Et en plus, il y en a d'autres à venir, donc tu as quand même maintenant une expérience dans tout le déroulé pour monter un spectacle. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu procèdes ? Encore une fois, c'est ton expérience, il y a plein d'autres façons de faire. Mais comment toi tu procèdes ? Déjà, est-ce que tu préfères écrire ou partir d'un texte déjà existant ? Et si tu choisis un texte, comment tu le choisis ? D'accord. Alors, comme je le disais, un peu plus près. Je disais déjà pour préciser, c'est à notre échelle, c'est-à-dire qu'on est à des petites échelles, des petits budgets, il n'y a pas des productions derrière qui suivent, on est autoproduit. Après, on fait des appels, des recherches de production, etc. Mais à notre échelle, vraiment de compagnies qui s'autoproduisent. Nous, on a fait les deux, parce qu'on est en compagnie avec mon compagnon. C'est pas notre compagnie d'ailleurs, puisque c'est la compagnie d'une amie, et nous, on est actifs au sein de cette compagnie. Alors, on a fait les deux. On a monté des spectacles qui étaient déjà écrits. Alors, il y a 2 choses. Il y a eu un premier, donc celui qu'on a fait avec Marthe, que j'évoquais tout à l'heure, où là, les droits d'auteur n'existaient pas, puisqu'on nous les avait offerts. C'était quelqu'un qu'on connaissait. Et puis, il y a celui que j'ai coécrit. Là, c'est pareil, en termes de droits d'auteur, c'est nous qui choisissions si oui ou non. Et après, quand on va chercher des auteurs spécifiques, il y a des droits d'auteur qui se payent. Et là, c'est avec la SACD. Alors, il y a des auteurs qui sont libres de droit, parce qu'ils sont morts depuis très longtemps. D'autres, c'est vrai. Et d'autres qui donnent leurs droits. Des auteurs qui ne veulent pas forcément être rémunérés. C'est rare, mais il doit rien avoir. Oui, une question. Et donc, est-ce que tu penses qu'on peut se diriger vers un auteur et essayer de voir avec lui si justement il donne ses droits ou pas ? On a un exemple tout récent. Il n'y a pas longtemps, avec mon compagnon, on avait envie de monter un spectacle qui nous plaît beaucoup. On a contacté la SACD. En fait, la SACD a directement contacté son agent. À l'auteur, et l'agent a été mis directement en contact avec nous sans passer par l'auteur, en demandant déjà à ce qu'on paye pour déposer un dossier de demande de droit. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des auteurs où tu peux passer où la SACD est directement en contact avec eux. Il y a même des auteurs qui ne sont pas déclarés à la SACD. Je sais que ça se fait maintenant où tu déclares des droits d'auteur, mais c'est de... Alors après, je ne sais pas le cadre de la légalité là-dessus, mais je sais que ça se fait, en tout cas, des auteurs que tu payes directement, ils prennent 10% sur les recettes sans qu'il y ait la SACD entre... Je pense que ça doit être légal, c'est juste que la SACD, c'est un organisme qui régule et qui prend aussi son pourcentage dessus, mais voilà. Du coup, l'auteur qui fait ça, son texte, il est déposé quelque part quand même ? Tu vois, celui qui ne passe pas par la SACD pour être rémunéré. Je pense que tu peux faire un dépôt, puisque tu peux faire un dépôt, juste le dépôt du texte, et après tu protèges ton texte, encore autre chose. Ouais, okay. Enfin, tu protèges tes droits d'exploitation. Parce qu'un texte, tu peux le déposer et qu'il soit jamais joué, par exemple. Oui. Et par exemple, nous, on avait eu le cas de figure avec Maud Vincent quand on avait écrit La Belle au Bois, où on jouait notre propre spectacle, où la SACD nous demandait des droits dessus, et on s'est dit, non mais attends, c'est débile de payer des droits. Enfin, ça peut être intéressant puisque tu touches quand même quelque chose sur les recettes, mais en tout cas, nous, ça nous intéressait pas dans la formule où on était. Et du coup, il a fallu qu'on renonce à nos droits d'auteur. Et ça, tu dois le faire. Alors là, je vous dis un petit truc, c'est 6 mois avant les dates qui sont imaginées. Et sinon, c'est trop tard.
Sinon, oui, c'est trop. Alors après, il y a des voies de recours. Hein. Je sais que nous, on avait eu la possibilité après coup de dire, en fait, finalement, on renonce à nos droits d'auteur, mais on avait dû faire une dérogation et c'était un peu plus compliqué. C'est quand même mieux quand à l'avance, tu dis, bon, bah là, je vais jouer en juillet, on est en janvier, je renonce à mes droits d'auteur. Ça se fait assez simplement avec la SACD. Tu crois que tu leur envoies un courrier et c'est bon. Ok, donc ça déjà c'est hyper intéressant. Ok, donc là tu nous as donné 2 cas de figure. Si on prend un texte déjà existant ou si on écrit notre texte, c'est pas on écrit notre texte et puis on va le jouer. C'est bien quand même de cadrer un peu tout ça, oui. Notamment par la SACD. Ensuite, comment tu fais pour choisir tes comédiens et tes metteurs en scène? Est-ce que tu passes des castings? Est-ce que tu choisis dans ton réseau ou des gens qu'on te recommande? Bah là encore, il y a plusieurs cas de figure. Je pense que ça dépend de tout un chacun. Mais c'est vrai que nous, en tout cas, quand on monte un spectacle, on est quand même, nous, à la base, comédiens. On a envie de travailler avec des gens qu'on connaît. Après, c'est toujours agréable de faire passer des castings parce que ça permet de rencontrer d'autres comédiens, d'autres univers, d'autres personnalités. Mais c'est vrai qu'à la base, les 3/4 des pièces qu'on a faites, même celles qu'on n'a pas montées, c'est souvent on travaille avec les copains. Après, on caste quand même des gens. Je me souviens, toi, tu avais déjà fait passer des castings. Oui. Notamment, pour La Belle au Bois, on a fait pour les garçons, pour remplacer Nicolas, on avait eu. Et voilà. Et pour la monologue, une autre pièce, où là, pour le coup, c'est une amie, Barbara, qui fait la mise en scène, et c'est une autre amie qui a écrit, et moi j'étais un peu initiatrice du projet. Désolée pour mon regard qui fige, j'ai un chat qui se bat dans l'appartement et qui est vieux et qui fait des bêtises, pardon, c'est une parenthèse. Donc là, oui, on avait organisé un casting pour trouver la partenaire de jeu, parce que pour le coup, c'était pas moi qui faisais la mise en scène, du coup c'était Barbara, et l'idée c'était qu'elle trouve quelqu'un aussi avec qui elle a envie de travailler en mise en scène, en direction d'acteurs, et voilà, là, parce que c'est quand même un métier humain avant tout, et c'est important de se sentir, d'apprécier ce que la personne donne dans son jeu, mais aussi dans son être humain. Voilà. Non, mais puis c'est important de le dire et de le savoir, et faut pas non plus se faire d'illusions, quoi. Mais les castings de toute façon existent, mais tu vois, moi souvent j'entends dire oui, les castings de théâtre. Moi souvent on me dit oui, mais moi j'ai pas de réseau théâtre parce que j'ai l'impression que c'est hyper fermé. Je sais pas si toi t'entends souvent ça. On entend partout, même dans le cinéma. Oui. Même dans le doublage. Oui, en fait c'est vrai que c'est des réseaux, c'est vrai que c'est un peu des vases clos. C'est vrai. Après. C'est pareil, ça dépend à quelle échelle. C'est toujours la même chose. Quand tu es sur des grosses productions, là je parle en cinéma, on dévie un peu, mais quand tu es sur des grosses productions ou en télé, c'est des directeurs de casting qui font appel à toi parce qu'ils t'ont déjà vu, ils t'ont rencontré, etc. Quand c'est des tout petits trucs où c'est des copains qui montent des films et qui t'appellent, bah, c'est différent déjà. Ou alors quand c'est des trucs d'école où tu passes des castings, les castings sont plus accessibles. C'est vrai que c'est pareil en théâtre. Et je sais qu'il y a même des grands metteurs en scène. Je dis grand par connu, hein, pas en taille, non mais je rigole, mais je veux dire parce que des grands, ça fait très fantasmagorique, mais des metteurs en scène connus et reconnus qui ne font pas passer de casting. Et il y en a d'autres qui, oui. Donc je pense que c'est vraiment tout un chacun. Après, j'imagine que derrière, c'est aussi des questions de production, parce que plus tu as une pièce, voilà, le chat. Plus tu as une pièce qui se joue dans des gros théâtres, qui est bien produite, plus il faut quand même des têtes d'affiche. Et il est en train de se poser, tout va bien. Ok. Et donc, plus il faut des têtes d'affiche, parce que plus il faut du financement, plus ça rapporte. Enfin, c'est un peu le même système que dans le marketing ou que dans n'importe quel autre métier. Je crois que c'est logique. Je pense aussi, Et nous aussi, on peut réfléchir aussi comme ça. C'est vrai que monter un spectacle, tu te dis, il y a deux choses. Il y a l'aspect artistique et puis il y a avec qui je vais travailler et pourquoi je choisis cette personne. Au-delà de l'aspect artistique, qu'est-ce qu'on s'apporte tous les uns les autres, quoi. Pas qu'en termes de rayonnement, je veux dire en termes de savoir, d'expérience, de réseau aussi, de tout ça, quoi. Et donc, une fois que tu as trouvé donc, tes comédiens, ta pièce, tes comédiens, ton metteur en scène, donc il faut... Je pense que c'est bien. Enfin, si c'est ta pièce que tu as écrite, par exemple, après, bon, chacun fait comme il veut, hein, mais je pense que c'est bien d'avoir quand même quelqu'un qui fait la mise en scène si toi, tu décides de jouer dedans.
Si c'est pour quelqu'un qui commence, se mettre en scène, plus écrire, plus jouer, ça fait beaucoup, beaucoup de casquettes et ça doit être difficile à gérer. Ou alors, si tu veux faire la mise en scène, il faut que tu aies quelqu'un pour t'assister parce que tu te vois pas jouer. Oui, faire de la direction d'acteur. Ouais, une direction d'acteur, c'est quand même hyper important et on l'oublie beaucoup. Et quand il n'y en a pas, on le ressent. On le voit. On le voit. Et tous les metteurs en scène ne sont pas des directeurs d'acteurs. Ouais, c'est vrai. Donc, une fois que tu as tout ça, il faut répéter. Toi, combien de temps tu estimes qu'il faut pour monter un spectacle, enfin, de la répétition à la première représentation? Alors, c'est pareil, je pense que ça dépend vraiment. Il y a des gens, ils répètent pendant 2 ans. Excuse-moi, je vais pas te laisser tenir. Après l'île, il y a des gens, ils répètent vraiment pendant 2 ans, non-stop. Ils sont sur de la recherche, des choses comme ça. Moi, j'ai travaillé avec Michel Saillard, que tu connais. Lui, en 15 jours, 3 semaines, on montait un spectacle. Donc, c'est vraiment... Enfin bon, c'est pas la même chose. On montait des comédies qu'il avait écrites où lui, il savait exactement, pof, ce qu'il voulait. Je pense que globalement, 2 mois pleins de répètes, c'est pas mal. 2 mois pleins avec texte dessus et travail table fait en amont quand même. Donc, je pense qu'il y a un travail de table qui se fait à la lecture, où tu discutes, où tu réfléchis à ton personnage, où tout le monde, c'est du travail de table, où on s'assoit, on parle ensemble de la pièce et de son rôle et de comment le metteur en scène aussi voit les choses. Et après, il y a le travail sur plateau. Moi, je pense 2 mois sur plateau, c'est pas mal. Hein. C'est bien. Ouais. Tous les jours, ça fait un sacré... Oui, si tu bosses 5 jours par semaine pendant 2 mois, même 4, c'est top. Ok, donc super. Et ensuite, niveau tout ce qui est trouver un théâtre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? D'abord, il faut trouver une salle de répète. Oui. Voilà. Oui. Allons-y. Qu'est-ce que tu connais, toi, comme bon plan? Alors, comme bon plan, attention. Non, en fait, ça dépend, encore une fois, de la pièce qui est montée et de la structure et de la production. Sur des grosses prods, les questions... je pense que là, c'est pas vous qui regardez, donc ça vous concerne pas trop, mais ils répètent dans les théâtres, ils sont... Voilà. Nous, en l'occurrence, sur des mini-productions ou autoproductions, faut trouver des endroits où répéter, des lieux. Alors, il y a du partenariat qui peut se faire. Par exemple, avec Fake News, alors il faudrait voir, puisque ce n'était pas mon projet, hein, c'est une pièce dans laquelle je joue, mais que je n'ai pas portée, où on a fait notre résidence de travail dans un collège. Un collège à Alès, et où, en fait, c'était vachement bien. Le concept, c'était qu'on répétait, on était logés pendant 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. C'est un collège qui faisait pension complète, tu sais, ou pensionnat aussi à côté. Et en fait, on était logés pendant 2 mois là-bas, donc logés, nourris, et on répétait dans un auditorium qui était une salle de théâtre du matin après-midi. Les élèves, ils avaient droit à venir nous voir quand ils avaient envie en train de répéter. Ah, sympa. Et en plus, on faisait des rencontres avec les classes. Et on faisait des cours de théâtre. La contrepartie, c'était qu'on donnait des cours de théâtre entre midi et 2. Et sur le spectacle qu'on a donné de fin de résidence, qui était dans un très beau lieu au Pont du Gard, les élèves faisaient la première partie. Oh, c'est cool, ouais. Donc, tu vois, ça, par exemple, c'est un bon concept. Après, avant, nous, on habitait à Saint-Ouen, par exemple, avec la mairie. On avait mis en place un partenariat où ils nous laissaient répéter dans une salle avec, pareil, une sortie de résidence. Là, tu payes pas. Et après, il y a les plans payants. Et ça, à Paris, il y en a plein. De payer des salles pour répéter. Après, ça a un coût. Il y en a des plus ou moins agréables en plus. Et ça peut être très cher, des fois. Ça, c'est vraiment quand on n'a pas d'autre choix. Moi, je pense qu'il faut quand même essayer de voir avec les municipalités de quartier, avec les centres de loisirs, les choses comme ça. Il y a toujours moyen. Ah oui, on avait fait aussi à un moment donné du semi-pro avec la MP2A. Ouais. Et ça, c'est bien. Ils ont des salles qui sont pas très chères, à 4 euros, je crois, de l'heure ou des 3 heures, et des salles immenses. Ouais. Après, c'est du semi-pro. Donc, c'est un peu délicat dans le sens où quand tu as une compagnie professionnelle et que tu montes un spectacle qui va se jouer... Ouais, tu peux pas faire ça trop longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Tu voulais dire un truc? Bah non, mais c'est ça. C'est-à-dire que j'allais dire, faut faire plus ou moins comprendre que t'es pas pro, même si ton but est de la jouer, donc c'est un peu limite, mais ça peut se tenter, voilà. On avait été assez transparent. On leur avait dit que c'était pour jouer à Avignon et donc c'était pour monter pour une audition pour Avignon. Voilà, bon. Et c'était passé. Ouais. Ils nous avaient dit OK. Mais ça, c'est bien, les MP2A. Ouais. Ça, c'est très bien. Les mairies, moi je pense que les mairies, notamment en banlieue, hein. À Paris je sais pas, j'ai jamais tenté,
Mais Saint-Ouen, même là, il y a plein de mairies. Il y a Montreuil, Pantin, les Lilas. Là où vous habitez, ou ça peut être aussi là où un des comédiens habite. Faut pas hésiter à ratisser large. Qui sont pas trop utilisés dans les lieux publics, en vrai. Oui, puis qui sont faites pour ça en plus. Donc autant les utiliser et les faire vivre. Même je crois que les mairies sont contents. Et les partenariats avec les collèges et les lycées. Je pense que c'est bien aussi parce qu'en plus, du coup, ça permet de rendre la culture accessible accessible, en tout cas de faire rencontrer la culture à des enfants. Et nous, en même temps, de rencontrer des enfants, c'est quand même toujours cool, je trouve. Oui, ils peuvent te donner un regard à chaud sur un spectacle qui vient d'être monté, quoi. Mais c'est toujours cool de travailler avec des enfants. C'est un regard vraiment très différent d'un adulte, un enfant. Et en même temps, ça a une spontanéité, un truc que nous, on n'a pas forcément. Alors après, les adolescents, c'est autre chose. Mais c'est toujours des rencontres humaines dans tous les cas. Donc c'est chouette quand même. Donc là, tac, 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 on a la répétition. Donc maintenant, comment tu trouves un théâtre ? Alors, oui, tu veux dire un truc ? Non, justement, vas-y. Moi, je pense qu'avant de répéter, c'est bien d'avoir déjà un théâtre. De savoir où tu vas. Parce que répéter un peu dans le vent en se disant, sauf si tu as des sorties de résidence, quand tu as trouvé ta salle de répétition et que tu te dis, tiens, là, j'ai un objectif, une date et tout. Ok. Et alors, un théâtre, à Paris, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je veux dire, à Paris, c'est particulier. À Paris, il n'y a pas de partage de recettes qui existe. Enfin, je crois qu'il y a 1 ou 2 théâtres qui le font. Il y en a un, c'est sûr, qui est les Déchargeurs. Je sais qu'ils font un partage de recettes. Mais Nilmontant, ils faisaient ça avant. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas, ils ont changé de direction. À voir. Après, il y a des théâtres comme la Comédie Nation ou le Théâtre de la Flèche, où eux, je sais qu'il y a un minimum garanti, mais si tu ne l'atteins pas, tu ne leur dois pas. Et sinon, globalement, tu payes un minimum garanti et après, partage des recettes au-delà du minimum garanti. Sur des petits lieux, on va dire du 50-100 places, des lieux, ce qu'on appelle des théâtres, je sais pas comment on les appelle, des théâtres privés, mais qui sont pas des grands théâtres privés, c'est des petits théâtres privés, quoi. Il y a toute une liste, peut-être que tu pourrais leur mettre dans la barre. Non, je rigole. Vous mettre un lien dans le truc horrible, recenser tous les théâtres de Paris, mais vous trouvez. Ça se trouve. Ne serait-ce que tu prends l'officiel des spectacles, par exemple, et puis tu regardes les salles, ou même tu te balades dans Paris, tu rentres dans la salle, tu demandes des infos. Ouais, voilà. Alors déjà, tu fais un dossier de ton spectacle pour pouvoir le présenter à un théâtre. Un dossier, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un dossier ? Déjà, il doit y avoir la présentation du spectacle, une note d'intention de mise en scène pour le metteur en scène. Si tu as écrit la pièce, une note d'intention de l'auteur, c'est bien. Les biographies des comédiens, si tu as déjà ton équipe de comédiens. Et après, tu envoies. Et après, ils te répondent si ça les intéresse ou pas de te rencontrer pour une audition. Et il y en a qui ne te rencontrent même pas, qui te disent OK. Puis il y en a qui te rencontrent. Ça dépend aussi des lieux, ça dépend de la direction artistique, ça dépend de plein de choses. Et après, tu passes des auditions et ils te programment ou pas. Okay. Globalement, c'est ça. Je ne sais pas si tu as d'autres expériences, toi. Après, pardon, je t'ai coupé la parole, du coup, mais je te laisse... Non, mais justement, je me disais qu'en province, c'est vrai que c'est différent et en plus, c'est moins cher. En province, oui. Alors, soit tu as les théâtres de mairie, justement, qui là te programment, et c'est de la programmation de dates que tu as, et donc c'est des dates achetées. Et donc là, c'est une date achetée, donc tu fais ton prix et en fonction des négociations, voilà. Et soit c'est des théâtres en 50-50. Et là, c'est partage des recettes. Donc ça n'a rien à voir. Partage des recettes entre 50-50 et quand tu dois payer un minimum garanti de 400 € la soirée sur Paris, plus les comédiens, plus moitié de recettes. Ils prennent sur les billets. Il faut savoir que c'est quand même un petit trou financier si tu n'as pas une sacrée réserve d'argent derrière, ou même avec un succès fou. Si tu comptes, regarde même un 100 places, si tu as 400 € de minimum garanti par soir, on va dire, que tu es à 100 places à 12 €. Ça te fait 120 € la soirée. Ils te prennent... tu vois... Non, mais non. Ça te fait 1 200 la soirée. Ouais, 1 200 la soirée, moins 400, il te reste 800. 800 divisé par 2, il te reste 400. Là, vas-y, pour payer tes comédiens, avec 400 €, c'est quand même compliqué. Donc, ça reste, il faut avoir quand même un fonds de trésorerie. Et donc là, on va en venir aux aides. Oui, voilà, on peut parler maintenant des aides. Alors, donc les aides, qu'est-ce que tu peux en dire ? Quels sont les
voilà, peut-être tu peux citer 2, 3 max. Quelque chose qu'on peut vous dire, qu'il y a plein de compagnies qui ne savent pas et des compagnies professionnelles qui, depuis longtemps, travaillent. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec 2 compagnies qui ne savaient pas. Le fonds PEPS. Ah oui. C'est un fonds auquel tout le monde a droit. Même quand tu n'es pas à Avignon? Ah oui, c'est automatique. Okay. En fait, la contrepartie, enfin la nécessité pour l'avoir, c'est de payer tes comédiens. Il faudrait regarder sur leur convention, mais en gros, je crois que tu as un minimum de plus que le minimum normalement syndical pour avoir droit au fonds PEPS. Mais oui, il est automatique, le fonds PEPS. Il faut le savoir. Quand tu as une compagnie, c'est quand même bien. Ça prend en charge quand même au moins un salaire sur ton équipe. Et il me semble, mais dis-moi si je me trompe, que le fonds PEPS, c'est une donc, subvention par compagnie et pas par spectacle. Oui, c'est ça. C'est par compagnie et par an. Si je dis pas de bêtises. Là, il faudrait vraiment voir avec quelqu'un qui fait des demandes de subventions régulières. Mais en tout cas, oui, c'est par compagnie. Y en a-t-il un autre? Un autre. Je crois qu'il y a la Spédidam, qui a un fonds. Il faut se renseigner. Je crois qu'il y a même des fonds qu'on peut avoir un peu partout. En vrai, quand on cherche un petit peu, il y a des fonds qui se retrouvent un peu partout. Il y a même des mécénats qu'on peut trouver. C'est que c'est un boulot de dingue. Donc, il faut s'y mettre dessus. Il faut se dire, bon, alors vas-y, je vais me mettre à chercher des aides. Et c'est laborieux, c'est long. Mais il y a notamment pour Avignon le fonds de professionnalisation du OFF qui remplit plusieurs critères aussi. Je crois qu'il y a un minimum de paye. Il faut que le spectacle n'ait jamais été joué, donc c'est de l'aide à la création. Faut avoir le prix du fauteuil à Avignon ne doit pas dépasser le 100 € par fauteuil, hors taxe, je crois. C'est le prix global d'un fauteuil à Avignon pour le mois, donc c'est ça. Il y a plein de... Mais ça se trouve, faut regarder sur leur... Les conditions, de toute façon, elles sont sur sur les sites, c'est assez facile, par contre. Et il me semble aussi que parfois, les villes... Paris, je sais pas, mais les petites villes, notamment si vous habitez autour de Paris ou même ailleurs en France, dans votre ville, il peut y avoir des aides aussi à la création. Ça peut être bien. Puis de la résidence. Ne serait-ce qu'une ville qui te propose, ok, je vous donne pas d'argent, mais vous pouvez répéter dans mon lieu pendant tant de temps, c'est un gain énorme parce qu'il n'y a pas de locaux à payer, il n'y a pas de... Enfin, c'est quand même hyper bien. Et puis à la fin, par exemple, souvent, tu as une date dans un théâtre de ville, et un théâtre de ville, c'est chouette. C'est quand même agréable de jouer dans un théâtre, dans un 300-400 places. C'est quand même super chouette. Ok, donc super. Donc ça, c'est des très bonnes infos. Maintenant, est-ce que là, avec le recul que tu as aujourd'hui, avec ce que tu as fait, il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant ou des conseils, un conseil peut-être que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Je sais pas. Le fonds PEPS. Le fonds PEPS, j'aurais bien aimé le savoir. Non, même pas, parce qu'en plus, le fonds PEPS, je l'ai su avant de là, avec notre compagnie et tout. Enfin, en fait, je sais pas trop, puisqu'on apprend quelque part un petit peu de ses erreurs, mine de rien. Parfois, il y a des erreurs, t'aurais aimé ne pas les avoir faites. Bon, après, t'as pas fait peut-être aussi... ou des erreurs, tu sais, genre qui t'auraient ruiné pendant des années. Non, on a de la chance, on n'a jamais eu ce cas de figure-là, non, parce qu'on en connaît des gens qui se sont endettés sur des Avignons, notamment, pendant longtemps. Peut-être faire attention, notamment on parlait du casting tout à l'heure, du copinage. Ça peut s'avérer être des fois un peu compliqué, mais un peu comme travailler avec des amis. Ça dépend du rapport que... je pense que voilà, un conseil, tiens, ça c'est de se dire tout. C'est qu'il n'y ait pas de tabou et d'accepter d'avoir une position de chef quand on mène un projet et que en face, même si le rapport reste humain et normal, mais que de ne pas avoir peur de dire les choses aux gens. Parce que ça peut vite devenir compliqué après les non-dits. Mais ça, c'est souvent dans les relations de travail. On dit souvent éviter de travailler avec la famille, les amis, tout ça. Tu peux travailler avec ta famille, tes amis. La preuve en est, on travaille souvent avec nos amis. Et souvent, par contre, il ne faut pas hésiter à se dire les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc important. Mais je pense que ça, c'est des relations dans la vie de manière générale. C'est ça.
Moi, j'allais te dire, c'est presque en fait, quand tu travailles avec des gens, c'est pas loin d'une relation de couple où en fait, tu vois, faut vraiment dire les choses, pas hésiter à trop parler. Et tu vois, moi, si je me posais cette question avec le recul, eh ben, j'aurais aimé à certains moments être capable de dire plus de choses. Ouais, et tu vois, on a tendance, alors je sais pas, enfin moi en tout cas, mais je pense de manière générale en société, à éviter le conflit, à vouloir que les choses se passent bien, et alors qu'en fait le conflit il est normal, il est humain, et surtout dans nos métiers où on travaille beaucoup avec de la matière humaine et ouais, beaucoup d'ego. Et c'est vrai que quand on embauche des comédiens qui sont des amis, il faut que ce soit très clair. Très très clair le rapport amical. Je dis pas qu'on peut créer un lien d'amitié quand on a déjà embauché la personne, c'est encore différent. Mais quand on est amis au préalable, il faut vraiment savoir bien choisir les personnes avec qui on va travailler. Voilà, c'est ça. Savoir bien les choisir. Parce qu'après, dire les choses, il y a toujours des gens qui vont mal le prendre et tout. C'est savoir maintenant. Moi, si je devais donner un conseil, c'est bien réfléchir avant de s'engager avec quelqu'un dans un travail. Il y a des gens que j'adore, mais vraiment que j'adore, mais avec qui je ne travaillerai jamais. Je vais pas dire à qui, mais c'est vrai, j'ai des gens que j'adore. Et non, mais c'est vrai, parce que je sais qu'il y aurait un moment donné où on aurait un conflit, que je n'arriverai pas cette personne ne m'entendra pas comme moi j'ai besoin qu'elle m'entende sur du rapport de travail, quoi. Ouais, tout à fait. Dernière question. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y aurait un livre, un film ou une série que tu as vu récemment et qui t'a marqué et que tu pourrais nous recommander? Oui. Alors, très récemment, enfin, il y a 2 mois, on a vu un film génial qui s'appelait Sans filtre, The Triangle of Sadness. J'ai un anglais incroyable. Qui a eu la Palme d'Or à Cannes, je crois, l'an dernier. Ouais, génial. Mais en même temps, on adore cet auteur. On avait découvert ce réalisateur et auteur, je crois que c'est lui qui écrit et qui réalise. On l'avait découvert quand il avait fait son film... Hypnothérapie. Si, c'est ça. Okay. On l'avait découvert en allant voir avec Guillaume, Guillaume, c'est mon compagnon. En allant voir un film en cinéma indépendant. On est tombé dessus un matin, il fallait qu'on utilise des tickets qu'on avait gratuits. Enfin bon, je la fais courte. On avait adoré. Pardon, il n'y a plus de son. On avait adoré. Et là, c'est vrai que Sans filtre, moi, j'ai trouvé ça génial. C'est tellement drôle, tellement bien pensé, tellement percutant et tout. Et dans un autre genre, j'ai vu un film merveilleux il n'y a pas longtemps, mais qui date un peu plus. C'est The Father, le père, l'adaptation de la pièce de Florian Zeller qu'il a adaptée au cinéma avec Anthony Hopkins. Incroyable. Alors, je sais pas si c'est la grossesse, mais en tout cas, j'ai chialé du début à la fin. Et c'est tellement... Tu l'as pas vu? Non. Moi, je sentais que tu voulais prendre le micro, mais c'est tellement... En fait, ça parle d'Alzheimer, et t'es du point de vue de la personne qui a Alzheimer, donc de son point de vue à lui. C'est tellement bouleversant, parce que pour avoir travaillé un petit peu avec des personnes âgées, c'est terrible et cruel de vérité, quoi. Ah ouais? Ouais. Et je le conseille vivement. Bouleversant. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton expertise. Non, mais c'est très intéressant et surtout, n'hésitez pas. Si vous avez... souvent, on peut se plaindre de ne pas travailler, de ne pas trouver des personnes, de ne pas trouver les castings pour le théâtre ou autre. Bah, allez-y, lancez-vous, montez votre spectacle et vous aurez du travail. Ça, c'est un conseil que je ne sais plus avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps. Et je te le prends parce que je te sens un peu en carafe. Que je disais, je sais plus, enfin en tout cas j'en ai parlé à une jeune comédienne qui venait de sortir du conservatoire, etc. On parlait, elle me disait oui, comment on fait pour... Je disais franchement en vrai, et c'est un conseil que tout le monde donne, mais souvent qu'on n'applique pas, c'est monter ses projets, quoi. En plus, c'est génial. Tu peux t'offrir le travail que tu as envie de t'offrir. Tu peux jouer le rôle que tu as envie de jouer, ce qui t'empêche pas à côté de travailler avec d'autres et de faire des trucs peut-être que tu aimes moins. Ou voilà. Et au moins, ça te pousse à découvrir tout ça. Parce que là, tout ce qu'on vient de dire, en vrai, c'est des choses qu'on a appris sur le tas. Nous, on a une formation de comédienne et encore, la formation, elle n'est pas finie. Elle dure toute la vie. Monter un projet, je pense qu'il faut se lancer et oui, évidemment, regarder des vidéos comme tu dis, trouver des petits tips un peu partout, se renseigner auprès des gens qui ont déjà monté, et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur en fait. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque au pire des cas? C'est vrai, au pire des cas, on se rate, quoi. Il faut éviter la dette quand même. Il faut éviter l'endettement, les impôts sur le dos, éviter les gros trucs comme ça. Mais généralement, si tu ne montes pas une pièce à 12... C'est un peu l'erreur des gens qui sortent d'école, ils veulent monter des trucs à 14. Évitez. Pensez des spectacles à 3, 4, grand max. Je pense en rentabilité, c'est
4, c'est beaucoup déjà. 4, ouais. Même là, quand tu penses au coup plateau de 4 personnes, enfin moi déjà, ça commence à être un peu angoissant. Quand t'es autoproduit. Ouais, donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire et c'est vrai que ça peut faire peur, mais donc faut se lancer, surmonter ses peurs et puis avec des outils comme ça, plus on en sait, moins on appréhende, moins on a peur. Donc c'est vrai, on risque rien. Bah oui, si personne n'est venu vous voir, vous avez honte tout seul, donc c'est pas trop grave, tu vois. Et je sais plus qui c'est qui disait, je crois que je sais plus qui c'est qui nous avait dit un jour, au pire des cas, t'es nul, mais c'est pas grave, hein, tu feras mieux une autre fois, quoi. C'est ça. Il y en a qui sont nuls et qui continuent et ils sont heureux, hein. Oui, alors, le but c'est pas d'être nul. Non, mais je plaisante. Mais donc voilà, donc l'important c'est de se lancer. C'est quand même de s'améliorer. Ouais, bien sûr. Non, mais lancez-vous. Donc, merci d'avoir regardé. Et j'ai oublié de dire au début que Agnès n'était pas là aujourd'hui pour la vidéo. Mais voilà, je suis chargée d'aller interroger des personnes du monde du spectacle. Donc, voilà. Et bonne à bientôt. Bonne année. Et puis, non, mais je voulais dire un truc comme bon montage de spectacle, quoi. Lancez-vous, bonne chance. Bonne chance. Bonne création. Ouais, bonne chance. Allez, au revoir.